Aujourd'hui, on va se pencher sur un texte minuscule par la taille, mais vraiment immense par son impact. Il s'agit de la nouvelle Inconnue à cette adresse de l'américaine Catherine Cressman Taylor. Oui, et il faut tout de suite planter le décor, parce que c'est ça qui rend ce livre si puissant. Quand il est publié pour la première fois, on est en 1938, aux États-Unis. La Seconde Guerre mondiale n'a même pas encore commencé. Et pourtant, ce texte anticipe avec une lucidité, mais glaçante, toute l'horreur qui va arriver. C'est presque prophétique. C'est ça qui est fou. L'histoire elle-même, elle se déroule un peu avant, entre 1932 et 1934. Une période absolument charnière. Et tout le récit nous est raconté uniquement à travers des lettres. C'est ce qu'on appelle un roman épistolaire. Exactement. 19 lettres en tout. C'est très court, très dense. Et cette correspondance, elle se fait entre deux hommes. Alors, pour qu'on se représente bien à la situation, qui sont ces deux personnages au centre de tout ça? Alors on a d'un côté Max Eisenstein, c'est un marchand d'art, il est juif américain et il vit à San Francisco. Il gère la galerie d'art qu'il a montée avec son meilleur ami. Et cet ami, c'est Martin Schulz, un Allemand non juif qui est aussi son associé. Et au début de l'histoire, Martin vient de prendre une grosse décision. Il quitte l'Amérique pour retourner vivre en Allemagne, à Munich, avec sa femme, ses enfants. Et ils sont plus que des amis, ils sont vraiment comme des frères. Tout à fait. Et c'est précisément ça qui est au cœur de notre exploration aujourd'hui. Comprendre comment cette amitié qui semble indestructible va être complètement pulvérisée par la montée d'une idéologie. Et surtout, on va voir comment de simples mots sur du papier peuvent devenir une arme de destruction. C'est exactement ça. Le livre décortique vraiment la mécanique par laquelle la grande histoire, elle vient broyer une relation intime qui paraissait pourtant si solide. Alors, pour bien comprendre cet effondrement, il faut revenir au point de départ. Les premières lettres, quelle est l'ambiance ? Au début, c'est incroyablement chaleureux. Ça déborde de complicité, de blagues entre eux, De souvenirs. Oui, des souvenirs de leur vie à San Francisco. Ils parlent business, de leur galerie qui marche super bien. Ils se donnent des nouvelles des familles. On sent une affection, une confiance immense. On a l'impression que rien ne peut les séparer. C'est ça. Mais est-ce qu'on sent déjà des petites fissures ? Des différences de caractère qui pourraient expliquer la suite. Oui, et c'est très subtil. Max, lui, apparaît comme un humaniste, un idéaliste très attaché aux valeurs démocratiques. Il est plutôt inquiet de nature. Martin, de son côté, est plus pragmatique, plus matérialiste. Ah oui. Oui, il est très fier de sa réussite sociale, il décrit sa grande maison à Munich, le personnel. Et surtout, il y a chez lui une soif de reconnaissance. Il veut que l'Allemagne, humiliée par la défaite de 1918, retrouve sa grandeur. C'est un nationaliste blessé, en fait. Et c'est sur ce terreau-là que le nazisme va prendre. Très vite, Hitler entre dans leur correspondance. Comment ça se passerait ? C'est Max qui lance le sujet. Depuis les États-Unis, il lit les journaux, il s'inquiète et il demande « Qui est cet Adolf Hitler dont tout le monde parle ?» Et la première réponse de Martin est fascinante. Au début, il est très méfiant. Il le décrit comme un orateur fanatique. Il se demande même s'il est complètement sain d'esprit. D'accord, donc au début, il a du recul. Mais ça ne dure pas. Pas du tout. Quelques lettres plus tard, le discours change radicalement. Il est séduit, presque hypnotisé par ce sentiment de renaissance nationale. De fierté retrouvée. Voilà, le doute laisse place à l'admiration. Il finit par écrire cette phrase terrible à Max. Franchement, Max, je crois qu'à bien des égards, Hitler est bon pour l'Allemagne. L'endoctrinement est en marche. Et il est fulgurant. Et ça se voit dans ses mots, j'imagine. Son vocabulaire doit changer. C'est saisissant. Il adopte la novlangue nazie à une vitesse folle. Il ne parle plus de ses compatriotes juifs, mais de la race juive. Il justifie les premières violences, les boycotts, comme un mal nécessaire. Une sorte d'opération chirurgicale un peu douloureuse, mais indispensable pour purger le pays. Le ton de ses lettres devient froid. Oui, professoral. L'ami chaleureux disparaît pour laisser place à un fonctionnaire zélé du nouveau régime. Jusqu'à la rupture totale. Il y a une lettre en particulier qui marque ce point de non-retour. Elle est glaciale. Martin utilise du papier en tête officielle et il ordonne à Max de cesser de lui écrire. Il a raison. Être en contact avec un juif, même un vieil ami, met en danger sa nouvelle position, sa famille. Il a trop à perdre. Et il conclut avec cette phrase monstrueuse « La race juive est une plaie ouverte pour toute nation qui lui a donné refuge. » La violence est inouïe, la trahison est totale. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Non, au contraire.
C'est là qu'un troisième personnage entre en scène et fait basculer l'histoire dans la tragédie pure. Griselle, la sœur de Max. Exactement. Griselle est une jeune actrice qui joue à Berlin. C'est une femme libre, audacieuse, et on apprend qu'elle a eu une liaison passionnée avec Martin par le passé. Avant son retour en Allemagne. C'était sérieux entre eux. Oui, Donc elle est à Berlin, elle est juive, et la situation devient de plus en plus dangereuse pour elle. Elle va chercher de l'aide auprès de... de la seule personne qu'elle pense pouvoir croire, oui, son ancien amant et l'ami de son frère. Et que se passe-t-il? Un soir, sur scène, elle est prise à partie par le public parce qu'elle est juive. Des SA, les miliciens nazis, la pourchassent dans la rue. En panique, elle court se réfugier à la seule adresse qu'elle connaît à Munich, Celle de Martin. celle de Martin. Elle frappe à sa porte, elle le supplie de la cacher, ne serait-ce qu'une nuit. Et là, c'est la trahison absolue. Mais le plus incroyable, c'est que c'est Martin lui-même qui va raconter la scène à Max. C'est ça le plus monstrueux. Il lui écrit une lettre avec une froideur clinique, administrative. Il explique qu'il lui a claqué la porte au nez, par peur, pour ne pas compromettre sa carrière, sa famille. Attends, il va jusqu'à décrire ce qui lui arrive après là. Oui. Il écrit qu'il l'a regardée, depuis sa fenêtre, s'enfuir dans le parc en face. Il décrit comment les SA l'ont rattrapé, juste sous ses yeux. Il avoue être resté à la fenêtre jusqu'à ce que les cris cessent. C'est insoutenable. Et il termine sa lettre en se dédouanant de toute responsabilité. Il dit que la démarche de Griselle était stupide, et il conclut en disant « Je te demande de ne plus jamais m'écrire. Nous n'avons plus rien en commun. » Le fait qu'il écrive ça, c'est presque pire que l'acte lui-même. Cette justification froide. Comment Max peut réagir à une lettre pareille? La douleur de Max est immense, mais elle ne le paralyse pas. Au contraire, elle le pousse à concevoir une vengeance d'une intelligence diabolique. Il ne va pas répondre par la violence. Non, il va utiliser les propres armes du régime totalitaire contre Martin. Il retourne le système. C'est l'idée de la lettre comme arme. D'accord. Mais comment ça marche concrètement? Quelle est la mécanique? C'est implacable. Max a compris une chose. Tout le courrier qui arrive chez Martin est lu par la censure nazie. Le régime est paranoïaque. Et il va exploiter cette paranoïa. Voilà. Ils se mettent à envoyer à Martin une série de lettres courtes qui ont l'air complètement anodines, mais qui sont truffées de messages codés conçus pour éveiller les soupçons de la Gestapo. C'est brillant. Il faut nous donner des exemples. Qu'est-ce qu'il écrit pour rendre Martin suspect? Alors, il invente une sorte de code familial. Il pose des questions sur des parents imaginaires en utilisant des prénoms à consonance juive, du genre des phrases comme « J'espère que notre cher oncle Abraham se porte bien » ou « As-tu des nouvelles de notre cousin Jacob ?» Il fait aussi référence à une grand-mère commune, ce qui est une façon très subtile de suggérer que Martin pourrait lui-même avoir des origines juives. Il sème le doute dans l'esprit des censeurs. Exactement. Et il ne s'arrête pas là. Il lui envoie des listes de tableaux avec des dimensions, des dates, des chiffres, qui peuvent très facilement passer pour un code d'espionnage. Il mentionne aussi son admiration pour des artistes de peinture abstraite, ce que Hitler qualifiait d'art dégénéré. Chaque mot est un petit morceau de poison. C'est une toile d'araignée tissée avec des mots. Et le piège se referme sur Martin, j'imagine. Complètement. On assiste à un renversement total. Martin, le fonctionnaire arrogant, envoie une dernière lettre à Max, une lettre de panique absolue. Il le supplie d'arrêter. Oui, il écrit qu'il a été interrogé, que son téléphone est sur écoute, que ses enfants sont rejetés à l'école, le persécuteur est devenu une victime terrifiée par le système qu'il adore. Et il en appelle à leur ancienne amitié. Oui, il écrit « C'est pour ma vie que je crains Max, pour ma vie ». Il le supplie au nom de leur amitié, il demande pitié. Exactement comme Max avait dû le supplier pour Griselle. Mais cette fois, Max reste silencieux. Il ne répond pas à cette lettre de détresse. Si, il envoie une dernière lettre. Courte, aussi codée que les précédentes, comme s'il n'avait rien reçu. Et quelque temps plus tard, cette enveloppe lui est retournée non ouverte. Sur l'enveloppe, il y a juste un simple tampon de la poste allemande. Inconnu à cette adresse. Le titre du livre. C'est la fin, c'est la fin. Ce tampon administratif, froid, impersonnel, c'est la confirmation de la disparition de Martin. Il a très probablement été arrêté ou exécuté par le régime qu'il avait choisi de servir. La vengeance de Max est accomplie. Sans violence, uniquement par le pouvoir des mots. C'est ça. La puissance de cette chute est incroyable. Et l'histoire derrière l'écriture du livre est tout aussi fascinante. L'auteur, Catherine Cressman Taylor, n'a même pas signé de son nom complet au début. Non, c'est vrai, elle a signé Cressman Taylor. Oui,
parce que son éditeur, en 1938, a jugé l'histoire trop forte pour avoir été écrite par une femme. Une anecdote qui en dit long. C'est fou. Et d'où lui est venue cette idée si précise de la vengeance par lettres? D'un petit fait divers, lu dans un journal. L'histoire d'étudiants américains qui, pour s'amuser, envoyaient des lettres à leurs amis en Allemagne en se moquant d'Hitler. Sans réaliser qu'il les mettait en danger de mort. Voilà. Elle a repris l'idée, mais en inversant l'intention. Ici, le but n'est plus de glaguer, mais de tuer. Et quand le livre sort en 1938, quel est l'impact? Dans une Amérique encore très isolationniste. L'impact est énorme. Ça a été un choc, une prise de conscience pour beaucoup d'Américains. Le livre a servi de sonnette d'alarme. Et sans surprise, il a été immédiatement interdit et brûlé en Allemagne. Pourtant, après la guerre, le livre est un peu tombé dans l'oubli. Oui, sa grande renaissance, c'est en 1995. Il est réédité pour le 50e anniversaire de la libération des camps. Et à partir de là, c'est un succès mondial. Surtout en France, non? Oui, particulièrement en France. Il est publié pour la première fois en 1999 et c'est un best-seller immédiat. Plus de 600 000 exemplaires. Il est devenu une lecture quasi obligatoire dans les écoles. Ce qui explique pourquoi on en voit tant d'adaptations, au théâtre notamment. Absolument. Il y a eu un film dès 1944 et d'innombrables pièces de théâtre. C'est la preuve que le texte a une portée universelle qui ne s'est jamais démentie. Et en y réfléchissant, il y a une question éthique qui reste en suspens une fois le livre refermé. Oui, et c'est peut-être ça qui rend le livre si troublant. Pour punir la lâcheté de Martin, Max est obligé d'adopter les méthodes de son ennemi. La délation, la manipulation. C'est ça. Il pousse un homme à la mort en le dénonçant anonymement. La question que ça soulève est vertigineuse. Pour combattre le mal, est-on parfois contraint d'utiliser ses propres armes, au risque de se salir les mains? C'est une pensée qui laisse un goût amer. Finalement, plus de 80 ans après, Inconnu à cette adresse est bien plus qu'une simple fiction historique. C'est un avertissement incroyablement actuel sur la fragilité de nos certitudes, sur la rapidité avec laquelle un individu ordinaire peut basculer dans la barbarie. Et sur le pouvoir destructeur des idéologies qui se nourrissent de la haine. Une lecture courte, mais qui reste en vous très, très longtemps. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.